Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois un autre Marseillais, Brendan. Salut Brendan. Salut François, tu vas bien? Ouais, bon alors t'es pas vraiment Marseillais comme moi, t'es Marseillais d'adoption. Ouais, exactement. On va parler de cette belle ville, mais on va surtout parler de ton parcours entrepreneurial où aujourd'hui tu en es à ta troisième vie. Et ben, je vais commencer par te laisser te présenter. Ouais, salut à tous et merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de revisiter mon parcours. Donc moi, je suis en effet Brendan Natral, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants et je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai eu trois grandes vies, trois grandes phases entrepreneuriales. Une première phase où j'ai participé à la création et au développement de Mille et Une List, juste après mes études, enfin même à vrai dire pendant mes études, j'ai rejoint Mille et Une List d'abord dans un petit boulot et ensuite dans des fonctions de direction, service client, relations clients et direction commerciale. Et donc j'ai été aux côtés de Pauline Dorgeval, la fondatrice de Mille et Une List, pendant 7 ans et demi. On a vendu Mille et Une List au groupe TF1 en décembre 2006. Moi, je suis resté 1 an et demi, le temps de me rendre compte que les grands groupes, c'était pas forcément mon truc. Et ensuite, j'ai déménagé à Marseille, parce que je vivais à Paris, en effet. Et j'ai créé Easyware avec Charles Dolizy, qui était mon associé et ami. Et donc, Easyware, éditeur de logiciels relations clients, que j'ai développé pendant 15 ans et dont j'ai décidé de quitter la direction opérationnelle en début d'année dernière, donc début 2024. Et là, après un projet avorté avec les mousquetaires Intermarché, j'ouvre le troisième chapitre de ma vie professionnelle en rejoignant un cabinet qui s'appelle Cobalt Partners, qui est un cabinet de chasse de tête dédié aux fonds d'investissement, dans lequel je rejoins en tant que partenaire en charge de la practice tech et business services. Alors, avant de revenir sur tout ce parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le métier du recrutement, c'est celui que tu as choisi pour ta prochaine vie entrepreneuriale? Je crois que c'est avant tout pour le lien. En fait, je me suis rendu compte, lorsque j'ai avorté mon projet avec Intermarché Les Mousquetaires, que ce que j'aime faire et ce que je sais faire, bien faire, c'est de connecter des personnes. Et j'ai une curiosité naturelle qui fait que lorsque je rencontre des nouvelles personnes, j'aime bien comprendre ce qu'ils font, j'aime bien comprendre leurs enjeux, et donc assez naturellement, j'ai toujours eu ces réflexes de dire bah tiens, je pourrais te connecter avec telle personne parce que je pense que vous auriez des choses à vous dire, ou tu pourrais l'aider, ou il pourrait t'aider. Et ça, je le faisais de manière naturelle. Et puis, lorsque j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Sabine, la fondatrice de Cobalt Partners, lorsque je lui ai expliqué tout ça, elle m'a dit, mais tu sais, c'est exactement ce que l'on fait chez Cobalt. On connecte en fait des talents, des dirigeants, avec des entreprises, avec des fonds d'investissement. Et donc, ça nourrit ma curiosité intellectuelle d'une part, parce faut être très curieux, je pense, pour faire ce métier. Il y a une forme d'empathie aussi, parce qu'il faut, comment dire, s'intéresser sincèrement aux gens, comprendre leur parcours, quelles sont leurs forces, quels sont leurs axes d'amélioration. Et puis, il faut aussi évaluer la pertinence de ces profils. Finalement, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pas mal faire dans ma vie entrepreneuriale jusqu'ici, en particulier dans le cadre d'EasyWare où j'ai mené beaucoup de recrutement. Donc, euh, donc voilà pourquoi le recrutement. Tu avais toi-même été peut-être dans un parcours pour être recruté par un fonds? Ou Non, alors il se trouve que comment dire, j'ai été sollicité depuis que j'ai quitté la direction d'EasyWare par certains chasseurs de tête qui m'ont proposé des opportunités pour rejoindre des boîtes qui étaient soutenues par des fonds d'investissement, mais pas que d'ailleurs. Mais non, pas plus que ça, non. d'accord. On va revenir sur les 13 ans d'EasyWare, on va faire un focus. Qu'est-ce qui t'amène à créer la boîte et quelles ont été les grandes étapes de développement de l'entreprise? Alors, ce qui m'amène à créer la boîte, bon déjà c'est l'envie d'entreprendre, j'allais dire par moi-même. J'avais vécu chez Mille et Une List entrepreneuriat par procuration, parce que j'avais rejoint Pauline Dorgeval, la fondatrice, au tout début. Mais c'est pas moi entre guillemets qui avait posé les premières pierres. Et j'ai eu cette opportunité de vivre pendant pratiquement 8 ans la création, le développement d'une boîte, euh, et d'y contribuer. Et j'avais très fortement envie de le faire, mais moi-même, quoi, en étant à la base de l'idée et en posant les premières pierres. Et je crois qu'avant même le pourquoi EasyWare et pourquoi éditeur de logiciels dans la relation client,
il y a eu comment dire la volonté de s'associer avec Charles de Lizy, qui avant d'être mon associé et mon ami, on avait des profils très complémentaires. Lui ingénieur, il avait participé à la création et au développement d'une très belle boîte dans l'édition de logiciels qui s'appelle Enablon, qui était une plus belle success story de l'édition de logiciels en France. Et lui aussi avait envie d'entreprendre, et donc on savait et lui aussi s'installait à Marseille. Donc ça D'accord. cochait pas mal de cases, et donc on s'est dit on fait quoi. Et moi, ce que j'avais constaté chez Mille et Une Liste, et plus globalement dans d'autres centres d'appel, parce que j'avais fait des petits boulots dans les centres d'appel, c'est que le métier de conseiller de service client, qu'on est tous amenés à appeler dans notre vie de consommateur au quotidien, devenait de plus en plus compliqué, parce que une multiplicité des canaux. Historiquement, au début d'EasyWare, au début de Mille et Une Liste, pardon, on parlait de fax, on parlait de courrier postal, on parlait de téléphone. Euh, Minitel peut-être même, non, même pas? Ouais, Minitel, mais ça j'ai moins connu. J'ai connu évidemment, mais en tout cas, on l'utilisait pas forcément au niveau pro. En tout cas, dans le contexte dans lequel j'étais, mais typiquement, ouais, Mille et Une Liste, c'était du téléphone, du fax, beaucoup de fax et du courrier postal. Et démultiplication des canaux, le développement des emails, le développement des réseaux sociaux évidemment, et donc, ben, quand on était conseiller dans un service client, on avait autant d'outils que il y avait de canaux. Donc compliqué au quotidien de faire son job, de plus en plus compliqué. Et puis des multiplications pour les boîtes, des multiplications des outils, des coûts. Et puis le deuxième constat, c'était, ça c'est véritablement l'une des choses que j'ai appris chez Millioniste aux côtés de Pauline Dorgeval, c'était l'importance du service client. En France, on n'a pas forcément cette culture comment dire, de mettre le client au centre, mais comment on fait en sorte finalement de connaître et de reconnaître un client. Et là, l'idée, c'était de dire, bah, finalement, lorsque un conseiller client, euh, lorsqu'il doit connaître et reconnaître un client, il doit aller dans 10 logiciels différents pour aller chercher de l'information. Donc nous, notre volonté avec Charles, elle était assez simple. C'était de mettre dans une seule et même solution logicielle l'ensemble des canaux et l'ensemble des données clients pour que le conseiller client, lorsque un client appelle une marque, puisse en un clin d'œil savoir qui est le client et lui amener une solution ou une réponse à sa demande. Donc ça, c'est le point de départ. On a développé EasyWare, donc on s'adressait aux entreprises de notre quotidien. C'est des marques comme Mythique, comme les Galeries Lafayette, comme Nux, comme Michel et Augustin, comme la SNCF. Donc on était vraiment présent dans pratiquement tous les univers, tous les secteurs d'activité. Et donc au final, les EasyWare, aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 marques qui sont accompagnées en France et en Europe. C'était assez précurseur parce qu'à l'époque, les outils étaient pas autant interconnectés qu'aujourd'hui. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait notre traction et ce qui a permis de nous développer en autofinancement pendant autant de temps. On a été autofinancé pendant 13 ans, ce qui était comment dire, rare, et ce qu'il l'est encore, je pense, mais ce qu'il l'était encore plus à l'époque. Et en effet, on a eu une belle traction commerciale parce que, en effet, un positionnement assez unique sur le marché. Une vision qui, je pense, était la bonne, qu'on n'a pas su faire évoluer après. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire que ben, ce qu'on avait vu avant les autres, bah forcément les autres, il y a un moment donné, ils se sont mis au boulot, ils se sont dit putain ça fonctionne bien, il faut qu'on le fasse. Donc ça c'était nos concurrents, donc on s'est fait rattraper et ça a ouvert des phases plus compliquées de notre phase de développement, mais on en a tiré certains, enfin j'en ai tiré certains enseignements aussi. Mais oui, en tout cas à ce moment-là, ça nous génère une super traction. Justement, pour qu'on se projette bien, vos concurrents, c'est des éditeurs de logiciels comme qui Ah ouais, aujourd'hui? alors à l'époque enfin à l'époque, au début c'est Salesforce, Microsoft, Oracle, Que que des des petits. petits. Ouais. Que des petits, mais on aimait bien et aujourd'hui ça l'est toujours. Alors après il y a des acteurs type Zendesk qui sont arrivés en particulier et qui nous a fait mal si on dit les choses si on dit les choses telles quelles. Mais oui, je crois qu'on a toujours eu en fait chez EasyWare, on avait toujours cet état d'esprit à la fois de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, mais aussi je sais pas si j'aime bien l'image du Gaulois, mais quand même, on aimait bien l'idée d'aller se faire les Américains, quoi. Et on arrivait, surtout quand on arrivait, je me rappelle quand on a gagné Air France KLM, ça devait être en 2012, quand tu gagnes Air France KLM en finale face à Microsoft et que tu as bastonné avec tous les gros, Salesforce, Oracle, que tous t'ont dit non mais de toute façon c'est impossible que vous gagniez un projet comme ça parce que c'était un projet mondial, enfin c'était un très gros projet. Là tu dis ouais en fait on n'est pas là pour rien, on sait pourquoi on mouille le maillot au quotidien quoi.
Et tu pas l'argument, actuel de souveraineté. C'est qu'aujourd'hui, tu auras la souveraineté pour t'aider. À l'époque, Oui. la souveraineté, personne, n'y fait Ouais, attention. à l'époque, ça c'est certain qu'on ne l'a pas. Aujourd'hui, je vais te dire sincèrement, avant de quitter EasyWare, j'ai essayé d'œuvrer au niveau de la profession et tout pour en effet mettre en avant l'achat français ou même européen, etc. Sincèrement, dans les faits, pour avoir fait beaucoup d'appels d'offres, de réponses à appels d'offres publics, en avoir gagné beaucoup, en avoir perdu un certain nombre, la souveraineté, je crois que ça reste quand même encore un sujet, mais ça c'est, on pourrait y consacrer un épisode en tant que tel. Je crois que ça reste encore un sujet qui malheureusement est largement perfectible, quoi. Comment, s'est structurée la société au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a eu des grands recrutements, qui ont, permis de passer des caps de croissance? Ouais, comment elle s'est structurée beaucoup au feeling, je te dirais, si je suis sincère, parce que je crois que Charles et moi, on est avant tout on était avant tout des intuitifs. Euh, on s'est entouré beaucoup de personnes qui surtout partageaient nos valeurs et avaient envie de vivre l'aventure à nos côtés. Ça a amené beaucoup de super recrutements. Ça a amené, bon, on sait tous que le recrutement, c'est pas une science exacte, hein. Ça a amené aussi des recrutements un peu plus, un peu plus hasardeux. Euh, il n'empêche qu'il y a eu quand même en effet des recrutements structurants. Je pense en particulier sur la partie professional services, donc en fait l'équipe qui était en charge de déployer nos solutions chez nos clients, qui était l'un des gros enjeux, où là pour le coup ni Charles ni moi n'avions de compétences particulières ni d'appétence particulière sur ces sujets. Au début c'était nous qui le faisions hein, quand on n'avait pas d'équipe. Mais assez vite, bah, typiquement, quand tu gagnes des projets type Air France KLM ou autres, c'est quand même des projets très structurants. Donc là, on s'est entouré de personnes qui nous ont amené, nous ont aidé à structurer toute cette partie-là. Euh, on a aussi recruté une personne pour venir développer le commerce. Ça n'a pas été évident du tout parce que j'ai pas su forcément lâcher les rênes comme j'aurais dû le faire. Moi, j'allais dire, j'étais le premier vendeur d'EasyWare et quand je dis le premier, c'est pas forcément au sens des performances, c'est plutôt au sens de, bah, c'est ta boîte, c'est ton bébé, donc t'es le premier vendeur de ta boîte. Et, et j'ai pas, je pense que c'était pas évident. Je me souviens du premier commercial que j'ai recruté qui venait de chez Coeris à l'époque, qui s'appelle Jacques Le Sceau. Euh, je lui tire mon chapeau parce que il est arrivé. Je pense que c'est très compliqué de travailler au début avec des fondateurs ou vendre sa boîte quand au tout début en fait, quand tu es dans un business où quand même c'était des gros montants, hein, c'était des valeurs de contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire parfois de centaines de milliers d'euros de récurrents. Euh, Vendre ça quand tu es une toute petite boîte, que tu as peu de références, quoi qu'on en dise, la casquette de fondateur t'aide beaucoup sur la dimension de confiance. Et donc voilà. Et donc ça n'a pas été forcément évident. Et puis après, il y a eu, pour revenir à ta question des grands moments structurants, il y a eu la structuration d'un COMEX qui est arrivé assez tard, qui a dû arriver en 2014, je pense. D'accord. Et donc Euh, 6 ans? 6 ans, où là, on avait au COMEX, on avait euh, Charles et moi, on avait la personne qui était en charge du produit, on avait la personne qui était en charge des partenariats, et puis la personne justement qui était en charge des professional services, donc de l'équipe des déploiements clients. Euh, il y avait une autre spécificité aussi chez EasyWare, c'est qu'à l'époque, on travaillait avec ma femme, Charlotte, qui était notre directrice marketing, avec qui j'avais travaillé précédemment chez Mille et Une Liste. Donc on était quand même dans un contexte où finalement j'étais associé avec mon meilleur ami et ma femme qui était notre directrice marketing. Ça a créé des turbulences, justement d'un côté de mélanger l'amitié, de l'autre côté mélanger la vie privée? Pas Ou tellement. ou comment on s'en protège en fait, du fait de que ça puisse créer des turbulences? Alors, déjà, est-ce que ça a créé des turbulences? Franchement, pas tellement, avec le recul. Pas tellement parce que je crois on a tous été, déjà, on était tous, quand Charlotte est venue nous rejoindre, Charles et moi étions convaincus que c'était la bonne personne, au-delà d'être d'être ma compagne, c'était surtout la bonne personne pour nous aider à faire ce qu'on voulait faire au niveau du marketing. Et elle a joué un rôle
très très important dans la création de la marque et dans le développement de la marque Easyware. Elle a vraiment mis une empreinte particulière qui a été reconnue dans l'univers de la relation client et même au-delà dans l'univers du logiciel. Et comment on s'en protège? Je crois qu'on s'en protège en étant en fixant les règles du jeu déjà, c'est-à-dire se parler. Euh, et pas hésiter à se dire quand ça va pas, même si c'est pas toujours évident, on va pas se mentir, c'est probablement le plus difficile. Euh, et puis, en n'oubliant pas de se marrer, parce que je crois quand même que c'est l'une des choses, hein, c'est que ça soit quand on s'associe avec un ami ou quand on travaille avec son mari, sa femme, bah potentiellement on peut avoir une certaine forme de routine et puis de comment dire de pression liée au boulot qui fait que finalement on oublie que avant d'être associé, avant de bosser ensemble, on est potes, on est mari, on est femme et donc on est là pour prendre du plaisir, on est là pour se marrer. Et ça, je pense que faut essayer de toujours le garder en tête quoi. Donc et je crois par ailleurs que tout le monde, c'est marrant parce que parfois tu sais on entend des personnes dire putain, je sais pas comment ils font pour bosser ensemble, moi je pourrais jamais bosser avec mon mari. Je crois qu'en fait fondamentalement il y a des gens qui sont faits pour bosser ensemble, d'autres non, et c'est pas grave et il faut pas forcer les choses dans un sens ou dans un autre. Après la phase de structuration du COMEX, il y a eu quoi d'autre comme grande étape dans la vie d'Easyware? Ah, il y en a eu une 2017 avec l'arrivée, ma séparation, enfin 2016, le départ de Charlotte, donc notre directrice marketing et ma femme de d'Easyware qui se fait chasser et qui m'appelle, j'étais à Paris en déplacement et qui me dit je suis chassé mais bon je donne pas suite. Et je lui dis mais pourquoi tu donnes pas suite? Elle me dit mais tu veux que je me barre? Je fais non pas du tout, mais si t'es chassé je dis déjà bravo, c'est génial et puis ça vaut peut-être le coup de regarder l'opportunité. Et il se trouve qu'elle a regardé l'opportunité et qu'elle l'a acceptée. Et donc D'accord, elle a quitté Easyware. J'en parle parce que ça a été une phase importante à la fois au niveau pro et personnel, puisqu'on a redéménagé à Paris, d'accord. etc. Et puis ensuite, notre séparation avec Charles, où en fait, on se rend compte en 2016 que nos aspirations sont plus forcément les mêmes, que chacun a du mal à trouver sa place, que notre relation d'amis a été complètement mise de côté. Ça veut pas dire qu'on se déteste, mais en tout cas, on se voit plus le week-end, hein, on préfère faire autre chose. Et donc, voilà, la séparation qui du coup s'est matérialisé par l'arrivée d'un nouvel associé pour moi, Mathieu Bouteiller, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'actionnaire majoritaire d'Easyware et dirigeant. Euh, Comment on le traite justement le fait que avec son ami, associé, ça le fait pas, que vous aviez prévu déjà des choses dans un pacte d'actionnaires au cas où pas ça se tellement. présente ou pas du tout? Pas tellement, et tant bien même on l'aurait prévu. Alors, on l'avait un peu prévu, mais en fait, comme je te le disais, on est quand même deux intuitifs, et, et je crois que fondamentalement, tant bien même on aurait écrit des choses, et on le voit tous, enfin on le voit tous en tout cas quand on a été confronté à ces situations, quand on écrit des choses dans des packs d'actionnaires ou quoi que ce soit, on se rend compte, combien de fois j'ai entendu des avocats me dire non mais ça c'était au moment où on s'est mis d'accord, maintenant on peut revoir tout ça, c'est toujours assez étonnant quand tu as dépensé des milliers d'euros en frais d'avocat de t'entendre dire ça, mais bon c'est manifestement le fonctionnement consacré. Non, je crois que il y a eu, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu donc la volonté de Charles de vendre ses parts, qui était actionnaire majoritaire, hein, et moi qui à l'époque me suis pas forcément senti de lui racheter ses parts. Ça me semblait compliqué, ça, enfin, et donc bah, lui a cherché un repreneur pour ses parts et c'est bien normal. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il a rencontré Mathieu Bouteiller, avec qui il a échangé et avec qui j'ai échangé aussi pendant plusieurs mois, ce qui a été bien en fait, parce que ça nous a permis de mieux nous connaître. Ça nous a permis aussi avec Mathieu de nous faire un peu la guerre avant d'être associés. Et je dis ça, je trouve que c'est finalement positif parce que ça nous a appris à voir un peu comment chacun fonctionnait, quelles étaient nos limites respectives. Et quand finalement on s'est associé début janvier 2017, euh, ben, on savait pourquoi on le faisait et on se connaissait mieux. Et donc du coup finalement ça a donné une relation très respectueuse, très très respectueuse, et, et une relation d'associés fluide qui s'est installée rapidement entre nous.
On a été associé avec Mathieu, on l'est toujours de fait, que, compte tenu du fait que je suis encore actionnaire d'EasyWare, mais on a été associés, on a travaillé au quotidien ensemble pendant 7 ans. Et ça a été 7 ans, assez génial. Et avec Charles, pour revenir à ça, notre Petite séparation. question, à ce Pardon? moment-là, pourquoi vous n'avez pas cherché un industriel et pourquoi tu as pas lâché tes parts toi aussi à ce moment-là? C'était pas une option. Moi, j'avais l'impression de ne pas être au bout de l'histoire. D'accord. Au contraire, je trouve que on était dans une phase où tous les indicateurs étaient plutôt bons sur la partie business. Euh, et moi, j'avais le sentiment, et ça s'est vérifié dans l'attraction commerciale qu'on a eue entre 2017 et 2020, où on, on a eu des performances assez exceptionnelles au niveau de notre développement business. Et en fait, je crois qu'on a récolté les fruits de tout ce qu'on avait mis avant, tout ce qu'on avait posé avant. Et donc, c'était pas le bon moment. Et t'as raison. En fait, et en fait, à vrai dire, ouais, c'est même pas, enfin, on s'est pas posé la question, en fait, pour tout dire. c'est, euh, mais on s'est fixé une chose. Enfin, moi, je me rappelle d'un rendez-vous avec mon avocat par rapport aux discussions que j'avais avec Charles, où en gros, j'avais demandé à mon avocat de regarder les différentes options qui s'offraient à moi pour potentiellement pouvoir reprendre ses parts, etc. et tout. Et je me rappellerai toujours de mon avocat me disant, c'était un jeudi après-midi, me disant, Nan, avant de te présenter les options, j'ai une première question. Est-ce que tu es prêt à faire la guerre avec Charles ou pas? Et là, pour moi, la réponse, elle était très claire, c'était non. J'étais pas prêt à faire la guerre, j'étais pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour avoir ce que je voulais. Et à partir de là, il m'a dit, bah écoute, il y a une seule option et c'est celle-ci. Et c'est celle qui s'est produite, donc avec l'arrivée de Mathieu. Et c'était très bien en fait, c'était très bien comme ça. Et c'est ce qui a fait, au final, que, eh ben, 15 ans après avoir été associés, on est toujours amis aujourd'hui. En tant que co-associé, qu'est-ce que tu es allé, tester et chercher chez Mathieu pour t'assurer que vous alliez bien vous entendre? Oh, sa volonté, déjà ses valeurs, enfin tu vois, avant toute chose, ses valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu bosses ensemble au quotidien, quand tu sais que tu vas bosser ensemble au quotidien, je trouve que c'est quand même important de s'assurer que, ouais, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on partage aussi le même projet de développement, l'ambition, euh, et puis comment comment il voyait les choses par rapport à notre positionnement respectif. C'était un profil très différent de Charles, et c'était une bonne chose pour EasyWare, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Charles, profil ingé, brillantissime, moi, profil plutôt business, marketing, euh, et Mathieu, profil plutôt financier à la base. Financier entrepreneur, mais financier, formation financière, et c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait à EasyWare. Ça manquait cette dimension financière. Et donc, ça a été l'un des apports importants de Mathieu. Donc, c'était s'assurer qu'on n'allait pas se marcher dessus. C'était comment on allait se répartir les rôles dans la gouvernance de la boîte. Donc, Mathieu, lui, était executive chairman. Donc, ça veut dire il avait la main sur toute la partie finance. Euh, et donc, dans un rôle qui restait quand même assez opérationnel, mais dans le day-to-day, c'était moi qui pilotais, qui continuais à piloter la boîte. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'est vrai que clairement, ce qui aurait pu faire que ça ne marche pas, c'est que je me retrouve à ce moment-là dans un rôle, j'allais dire secondaire. C'est mal formulé, mais en tout cas un rôle où j'étais plus aux manettes, pour dire les choses simplement. Du coup, c'est le fait qu'il y ait cette expérience financière qui vous amène à lever des fonds, en 2021? Ce qui nous amène à lever des fonds, ça c'est un sujet que je trouve super intéressant, parce que en fait on fait 4 années magnifiques entre 2017 et 2021. On a été lauréat du réseau Entreprendre, on a gagné des clients de fou, pas de churn. Enfin, je te dis vraiment tous les indicateurs. Quand tu es patron d'un éditeur de logiciel, tu te dis waouh, génial. Et une équipe qui se développe. Et il y a quand même eu, enfin, il y a eu ce moment où on s'est dit bon, ok, c'est quoi la suite? Et la suite, c'était de se dire qu'on allait
d'une part, devoir investir pour continuer à développer notre produit, parce que, et ça a été l'un des enseignements, c'est que je pense qu'on n'a pas su profiter suffisamment durant ces années, ces 3 ou 4 années absolument exceptionnelles de développement, là où en fait on aurait dû préparer la suite. Euh, on est plutôt resté dans le présent, on est trop resté dans le présent, je pense. Et en fait, tu n'es jamais plus fort, je pense, pour inventer la suite que quand tout va bien. Et on a fait l'erreur, enfin, on a fait, comme beaucoup, je pense, mais en tout cas, on n'a pas fait mieux que les autres, de pas profiter de cette période pour dire, OK, tout va bien, c'est quoi la suite? Ça va être quoi la séquence d'après? Et, euh, et, et donc, quand on lève des fonds, on sait qu'on doit investir dans notre produit, on veut se développer à l'international parce qu'on avait on est déjà pas mal présent à l'international, mais plutôt au travers de nos clients qui nous avaient emmenés à l'international. Je pense à des marques comme Mythique, je pense euh, à des marques comme Andros, enfin bref, donc des boîtes qui nous ont amenés dans leur développement international. Mais on n'opérait pas, on ne développait pas de business international, et donc on s'est dit on va faire de l'international. Et puis potentiellement, on était un bon candidat pour faire du build-up parce que logique de plateforme. Et on était une plateforme finalement où on avait beaucoup de partenaires qui, compte tenu de notre volonté de regrouper toutes les informations dans un seul et même endroit, nos clients demandaient assez naturellement à l'écosystème, aux acteurs de l'écosystème complémentaires à EasyWare de venir se connecter à la plateforme pour l'alimenter en données. Et donc voilà, et donc on est parti lever des fonds sur cette thèse-là. Et, et voilà, et donc développement, levée de fonds avec Ardian, ce qui pour nous était comment dire, un vrai gage de qualité. Un très beau nom et quelqu'un Ouais, qui un groupe qui sait gérer aussi des éditeurs de logiciels. ouais, exactement. Et donc c'était à la fois une reconnaissance de comment dire, de la qualité, je crois, de tout ce qu'on avait fait jusqu'ici. Et donc ouais, avoir la confiance d'Ardian, c'est pas rien. Moi, j'en ai pris un peu. Mathieu, mon associé, qui lui venait de cet environnement-là, m'avait dit notre premier nom, notre premier nom, notre target, idéalement, c'est Ardian. Et bon, moi j'avais dit OK, enfin je m'étais quand même un peu renseigné et tout, mais j'étais moins dedans. Et c'est vrai que j'ai compris quand on a levé des fonds et qu'on dit on a levé avec Ardian, ah, vous avez gagné la confiance d'Ardian, etc. Donc ça, c'était ouais, c'est super qu'on ait gagné leur confiance. Ouais. Et comment ça se passe juste du coup, l'arrivée de ce troisième associé dans la structuration du business et par rapport à cette thèse d'investissement, comment vous la déployez? On la déploie plus ou moins bien. Déjà, comment ça se passe? En tout cas, dans la partie relationnelle, ça se passe bien parce que on a en face de nous des personnes qui sont, je trouve, au bon niveau de d'implication dans comment dire dans l'affaire, enfin dans EasyWare quoi. Il y a pas d'ingérence, il y a une vraie volonté d'aider. Donc voilà, chacun prend ses marques parce que c'est vrai que c'est nouveau hein, quand t'as un troisième, même s'il est minoritaire, quand tu as un troisième larron, c'est nouveau et ça oblige un nouveau fonctionnement. Ça a amené une forme de d'exigence supplémentaire sur toute la dimension reporting, etc., comment dire, qui était bien, même si on était plutôt, d'ailleurs, Ardian l'avait salué dès le début, on était plutôt bon sur toute cette dimension reporting. Euh, et après, le déploiement dans les faits, c'est fait, je disais que ça s'était plus ou moins bien passé, déjà parce que il y a eu, comment dire, une activité business, comme je le disais, c'est des hauts et des bas, et donc une activité business qui a connu des hauts et des bas. Euh, et donc, il y a pu y avoir des moments plus compliqués que d'autres, Ah, c'est mais le début de la guerre toujours. en Ukraine aussi, il faut ramener de Ouais, ouais, l'histoire. ouais. Je pense que voilà un contexte aussi qui était, comment dire, un contexte qui était différent de celui qu'on avait vécu avant, à la fois en termes de gouvernance, mais aussi en termes de contexte économique, en termes de paysage concurrentiel, une intensité concurrentielle beaucoup plus forte, mais toujours avec des clients, et ça, je crois que c'est le meilleur. Quand on parle de développement commercial, on parle souvent de la croissance, hein, de comment on va chercher des nouveaux clients, et c'est évidemment très important dans un business, mais on parle assez peu, trop peu, je trouve en tout cas, de comment on fidélise nos clients. Euh, Parce que c'est quand même l'une des beautés du modèle de l'édition logicielle SaaS par abonnement, c'est que tu as du récurrent et que donc, a priori, si tu satisfais tes clients, si tes clients sont satisfaits de ton service, ils restent avec toi.
et potentiellement pour longtemps. Et ça, pour le coup, ça nous a beaucoup aidé à continuer à tenir la barque correctement. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé qui est, l'aspect RH, la culture d'entreprise. Comment cette, culture a évolué dans toutes ces années, au sein des Eaware avec ces différentes, phases de développement que tu nous as expliquées? Écoute, elle a évolué. On est parti de quelque chose où en fait, dès le début, on avait la volonté avec Charles de faire des choses sérieuses, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sans se prendre au sérieux. Et on y arrivait très très bien, et ça s'est déployé dans tout ce qu'on, enfin, ça transpirait dans toute la boîte. C'est-à-dire que quand on présentait les résultats d'un baromètre du benchmark des services clients en France, on le faisait autour d'un barbecue avec des saucisses. On a fait un barbecue mémorable à Paris, en plein Paris, qui était juste un moment génial, qui détonnait un petit peu par rapport aux trucs qu'on peut retrouver habituellement avec le petit traiteur, les petits fours, etc. Là, c'était barbecue, pétanque, rosé et, euh, présentation des résultats du baromètre. Donc, il Le y avait sud à toujours Paris. ça. Pardon? Le sud à Paris. Le sud à Paris. Mais au-delà du sud, je crois que c'est surtout la bonne humeur et se dire qu'on peut très bien bosser, on peut faire des super choses et on peut être exigeant tout en s'amusant, quoi. Donc la culture, elle a toujours tourné autour de ça. On avait notre mascotte Easy, qui était un poisson. C'était né un peu d'une idée loufoque d'une agence de communication qui avait créé tout notre univers de marque. Mais il se trouve qu'Easy, bah en fait, on en avait fait des peluches qu'on offrait à nos clients, qui les offraient à leurs enfants et qui les adoraient. Donc toute notre culture, elle était quand même très tournée autour de ça, et donc ça donnait un attachement émotionnel à la fois au niveau de notre équipe et au niveau de nos clients, de nos partenaires, qui était extrêmement fort. Et ça, je crois que vraiment, si on a réussi quelque chose chez EasyWare très fortement, c'est ça. C'est en gros créer quelque chose qui était, ouais, où on était dans l'émotionnel. Et comme souvent, quand on est dans l'émotionnel, on est dans des choses qui peuvent emmener très très loin, qui peuvent porter une équipe très très loin, qui peuvent engager des clients, des partenaires, des prospects. Donc voilà. C'est ce que j'avais vécu pour le coup, ça, j'ai appliqué beaucoup de choses de ce que j'avais pu voir chez Millioniste aux côtés de Pauline Dorgeval, qui était aussi une parfaite illustration de ça. Et donc la culture, il y a eu ça. Pour revenir à ta question sur comment elle a évolué, euh, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que comment dire, des sujets de génération, je pense, d'une part. Les fameuses générations X, Y, Z, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais quand même des sujets de génération. L'arrivée du télétravail. Moi, j'ai toujours été un fervent, au risque de passer un peu pour un vieux con, j'ai toujours été un fervent défenseur du fait de se voir assez régulièrement, sans forcément se voir tout le temps, mais de se voir régulièrement. Parce que je crois que c'est quand même le lien, enfin, le monde s'est construit comme ça, les familles, enfin, on a besoin de liens et de pas forcément, encore une fois, de se voir tous les jours ou quoi que ce soit, mais de se voir régulièrement pour se connaître, pour voir des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est à distance. Euh, donc là, ouais, notre culture, je trouve qu'elle a été mise à rude épreuve durant le Covid, même si je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti durant le Covid et après le Covid. Après le Covid, en plus, on a eu une équipe qui a tout ça, il faut voir, hein, on est dans la levée de fonds, on embauche beaucoup. Donc tout ça est venu un peu se culbuter quelque part. C'est-à-dire que, et en reparlant maintenant avec toi, c'est un aspect, ce point bien précis que j'évoque, sur lequel j'avais pas forcément pris de recul jusqu'ici, mais qui était qu'en effet, on s'est retrouvé à avoir une équipe qui s'est démultipliée très vite, dans un contexte où on se voyait peu, parce qu'on pouvait peu se voir, parce qu'il y avait, comment dire, tous les trucs distanciels, l'arrivée du télétravail, etc. Euh, et qu'on savait pas bien comment faire, je dois dire, je crois, en fait, avec beaucoup d'humilité. Donc, de l'impuissance aussi, et une culture qui, à mes yeux, et je parle pas pour le présent, parce que comme je le disais, j'ai quitté la direction opérationnelle d'EasyWare il y a un an et demi, hein, donc comment dire,
je veux pas parler de ce qu'est EasyWare aujourd'hui, mais en tout cas, moi, au moment où je pars, euh, j'ai un peu le sentiment d'être un étranger dans ma boîte. Justement, ça a accentué cette fatigue qui te fait douter, toi, de ta place dans l'entreprise? Je crois parce que le plaisir a été moins présent déjà. Et ça, c'était un point qui pour moi était central. Si l'une des raisons qui fait que je suis entrepreneur, c'est le plaisir, enfin, c'est la liberté de cultiver mon plaisir. Et dans la phrase que je viens de dire, il y a deux mots clés, liberté et plaisir. Et c'est vrai que j'avais moins ce sentiment-là, et que je crois que finalement, là aussi avec du recul, 2023, c'est une année où je commence à prendre conscience de tout ça, que je prends moins de plaisir, que je trouve que c'était mieux avant, que je me sens pas forcément à ma place, que je ne me sens pas forcément la bonne personne au bon endroit pour EasyWare. Et ça, c'est une vraie préoccupation aussi que j'avais, hein. Moi, je trouve que en tant qu'entrepreneur, on se questionne trop peu souvent sur est-ce que je suis encore la bonne personne. On a souvent tendance à partir du principe que c'est mon bébé, donc évidemment que je suis le mieux placé pour m'en occuper. Je suis pas certain de ça. Je suis même convaincu souvent du contraire. Et en tout cas, à minima, il faut se poser cette question-là. Et donc 2023, c'est cette année où je réfléchis à tout ça de manière pas mal inconsciente, je crois, pour finalement atterrir fin 2023 et me dire, mais en fait, je crois que il faut passer à autre chose. Mmh. Est-ce que tu te souviens d'un moment marquant ou d'une phrase marquante qui t'a fait basculer, dans ce constat? Pas spécifiquement. Je crois que si en tout cas, la phrase marquante, je sais pas si c'est une phrase que j'ai formalisée exactement comme telle, mais c'est je me sens comme un étranger dans ma boîte. Et ça, c'était quelque chose qui, comment dire, qui pour moi était un signal, un signal d'alerte qu'il fallait que j'écoute. Et, et je crois que par ailleurs, j'avais minimisé le niveau de fatigue qui était le mien à ce moment-là. Et là, on touche à des sujets qui sont plus des sujets de comment on prend soin de notre santé en tant que dirigeant, comment on prend soin de nous en fait, hein. Et c'est vrai que moi, j'étais dans un état d'esprit où je faisais la guerre. Je faisais la guerre depuis 20 ans, j'étais un guerrier. Et au-delà de d'EasyWare, d'ailleurs, moi, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, avant qu'on attaque l'enregistrement, j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. Et donc, bah, ça fait que ça forge certaines choses en nous. Et je crois que je me suis autorisé finalement, lorsque j'ai quitté EasyWare, je me suis autorisé à me dire, bon, t'as bien charbonné, c'était cool, et t'es plus forcément la bonne personne, t'es fatigué, donc fais autre chose. Et surtout, enfin, commence par te reposer. Donc, Comment tu présentes ça justement à tes associés, qu'ils soient Fonds ou qu'ils soient ou Mathieu, le fait que tu es plus la bonne personne et est-ce que tu vas chercher chez eux, on va dire, une confirmation ou est-ce que tu vas chercher chez eux une solution? Comment je leur présente? Je leur présente. On avait une réflexion en fait en cours sur le sujet, en particulier avec Mathieu, mon associé, sur le sujet de la gouvernance, sur l'évolution de la gouvernance, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et au-delà même, d'ailleurs, je crois, de comment dire, de ma situation à moi. Et comment je leur présente? Je crois que je leur présente comme je suis, c'est-à-dire de manière entière et franche et directe. C'est je vais partir. Et, et donc je leur laisse, et c'est une manière du coup de répondre à ta deuxième question. Je crois que je vais pas chercher grand-chose. Je crois que je leur annonce que je pars et que je suis pas, comment dire, à l'écoute enfin, je suis pas à l'écoute. Non, d'ailleurs, je crois que j'emploie ce terme-là. C'est la réalité. Je crois que j'avais pas envie d'entendre qu'il fallait que je reste. J'avais pas envie. J'avais envie de partir. Et donc voilà. Et donc je leur présente comme ça. Euh, c'est d'ailleurs, si on parle d'enseignement, c'est d'ailleurs quelque chose, je pense, sur lequel j'aurais pu faire les choses différemment, de manière moins brusque. Je crois que j'aurais aimé pouvoir le faire. Je dis pouvoir, pas le faire différemment, mais pouvoir le faire, parce que je crois que pour différentes raisons, je me sentais pas de le faire comme ça.
Et voilà. Et donc c'est l'enseignement, c'est se dire que finalement, on peut faire les choses de manière peut-être un peu moins brusque, avec les mêmes résultats, voire même des meilleurs, enfin, même finalité. Donc, c'est-à-dire que je parte, mais en permettant à chacun de, de prendre le temps de s'approprier les idées, on va dire. Je comprends. Mais ça, on pourrait rentrer après dans des considérations plus psy, on va dire. Mais euh, j'ai pas mal de choses dans ma vie qui ont été des événements brutaux, entre autres le décès de mon père du jour au lendemain d'une crise cardiaque, et qui peut-être du coup m'ont mis dans un mode où Faut le trancher. brusque, voilà, tranché, parfois trop. Ouais. Est-ce que, du coup, par rapport à cette fatigue que tu as découverte, tu t'es fait accompagner, pour en discuter ou c'était un Ouais. sujet que tu as traité tout seul de ton côté? Non, non, je me suis fait accompagner. J'ai toujours eu une culture d'accompagnement. Enfin, j'ai toujours aimé être accompagné. On a toujours été, que ça soit avec Charles, que ça soit avec Mathieu, on a été coachés par différentes personnes. Hubert Régnier chez Visconti, Johan Gauthier, dans le cadre du réseau. Enfin, on a toujours été dans cette logique d'accompagnement, de pouvoir extérioriser, de pouvoir partager, parce que j'ai vraiment été toujours convaincu que parler de ces sujets à l'extérieur, c'était déjà régler une grosse partie des sujets, et au moins s'aérer la tête, la vider, et puis bénéficier de conseils ou de réflexions. Euh, Là, sur cette dimension plus personnelle, on va dire, oui, j'ai vu une psy euh, de manière assez intense pendant les 15 derniers mois. Donc, D'accord. ouais. Et ça m'a permis de faire un grand chemin, je pense, et de prendre beaucoup de recul sur comment dire, sur ma vie professionnelle, et puis au-delà de ça, sur mes moteurs personnels, et puis probablement de soigner des blessures. Mmh. Du coup, tu pars Ouais, avec un projet ou sans projet à ce moment-là? pas de projet. Le seul projet, je crois, de me requinquer. Euh, et assez rapidement, parce que je suis quand même d'une nature qui déteste le vide, Ouais, je me dis, bon, c'est sympa tout ça, mais c'est quoi l'histoire? et, et en fait, là, je suis rappelé à l'ordre par la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'en fait, je suis cramé. Et donc, je me rends compte que j'ai du mal à réfléchir, que j'ai besoin de me reposer, en fait. Putain, c'est pas un gros mot, que j'ai besoin de me reposer. Et donc, je me dis, bah, écoute-toi, et je le fais, je m'écoute. Et, et puis, quelques mois après, j'ai cette idée de me dire, bah, tiens, je vais devenir mousquetaire. Mousquetaire, pour ceux de nos auditeurs, c'est un lien avec Intermarché. ouais. Heu C'est pas une et cape, un cheval et une épée, on est d'accord? exactement, et enfin, surtout en épée, ouais, les 3 mousquetaires, en fait, hein, qui étaient en lien avec les fondateurs. Le fondateur, Jean-Pierre Leroc, des mousquetaires, était associé à la base avec Édouard Leclerc. Ils se sont séparés en 1969, et de là sont nés les mousquetaires en 1973, et toutes les marques qui s'en sont suivies, Intermarché, Bricomarché, et cetera. C'est une fabuleuse aventure que j'ai, pensé rejoindre, enfin que j'ai rejoint, en fait, dans les faits. C'est-à-dire que j'ai fait tout un process pour devenir adhérent Intermarché, qui est un process assez exigeant. Et je suis devenu adhérent Intermarché fin janvier 2025. Et ensuite, j'ai attaqué une formation de 6 mois, euh, donc, qui est une formation en alternance, 15 jours au siège au parc de Tréville en banlieue parisienne, et 15 jours en magasin. Et première semaine au siège, super, et puis deuxième semaine en magasin. Et là, je me rends compte que pendant ces premiers jours où je fais du 5h-20h, pour faire simple, je me rends compte, à partir du mercredi soir, je commence à prendre conscience qu'en fait, ça va pas le faire. Et ça va pas le faire parce que ce projet réclame un dévouement plein et entier, enfin un investissement plus qu'un dévouement plein et entier, et que ça veut dire mettre de côté, je prends conscience que ça veut dire mettre de côté ma vie personnelle, mes enfants, qui ont 14 ans et 11 ans, euh,
ma compagne, et je prends conscience qu'en fait, je suis pas prêt à ça. Et je suis pas prêt à ça. Je prends surtout conscience qu'en fait, mes moteurs ont changé. Je me souviens très très bien me dire le deuxième jour de mon stage où franchement, putain, c'était franchement dur physiquement. Et le soir, je rentre dans ma piole d'un appart-hôtel à Avignon dans lequel j'étais éclaté. euh, et je me dis, putain, mais bats-toi, quoi. Parce que c'est ça, ça a toujours été ça mes réflexes, quoi. C'est bats-toi. Et là, je sens que, Que je c'est pas sens qu'à prêt. l'intérieur de moi, ça réagit pas de la même manière qu'avant, quoi. Tu vois, c'est. Et puis je dis, mais putain, merde. D'habitude, je me dis, bats-toi, ça répond. Et là, je sens que ça répond pas. Et, et voilà. Et là, j'ai pris conscience que, comme je disais, qu'en fait, c'était pas un projet, que c'était un projet probablement qui aurait été génial entre 30 et 40 ans, en couple. Là, en l'occurrence, je le faisais tout seul. Et c'était deux choses que j'avais beaucoup entendues dans les échanges que j'avais eu avec des adhérents Intermarché, qui étaient que c'était à la fois un projet de couple, parce qu'un projet de vie, parce qu'on y passe sa vie, jour, nuit, week-end, pendant de longues années. C'est vraiment exigeant. Et puis un projet, et puis entre 30 et 40 ans, parce que même si j'ai encore beaucoup d'énergie à 46 ans, la réalité, c'est que j'en ai probablement un peu moins qu'entre 30 et 40. Et voilà, et j'ai aussi, je pense, d'autres objectifs de vie et donc l'envie de trouver un équilibre professionnel et perso qui soit plus aligné avec mes objectifs. Donc j'ai décidé finalement d'abandonner ce projet très rapidement de fait. Hein. Donc les mousquetaires m'ont demandé de renoncer à mon agrément que j'avais durement acquis. Ça a été un peu difficile. Et puis voilà, puis j'ai repris un peu de temps de réflexion et pour finalement ouvrir mon troisième chapitre de vie professionnelle et devenir chasseur de tête. Dans tout ce parcours de dirigeant, tu dirais que c'est quoi les principaux moments où tu as eu des doutes ou des pièges que tu aurais pu éviter? En fait, c'est marrant parce que j'allais te répondre spontanément que des doutes, j'en avais pas assez eu. Parce qu'on avançait tout le temps. Moi, je suis un profil où j'avance, j'avance, j'avance. Et en même temps, si, des doutes, j'en ai eu plein dans les faits. Mais je crois que je les mettais toujours, je les mettais toujours un peu de côté. Euh, les doutes et les pièges, c'est typiquement les pièges. Alors, je sais pas si c'est un piège, mais ça a été comment dire, le fait de travailler, de prendre plus de temps pour travailler à la suite, pour préparer la suite. Je parle là de l'époque où EasyWare marche très fort et que tous les facteurs sont réunis pour justement bien préparer la suite et où on est plutôt sur le présent. Euh, mais autrement, ouais, les doutes, mais les doutes, en fait, enfin, tu le sais mieux que moi, quand on est entrepreneur, des doutes, on en a souvent beaucoup, et puis on surfe. Alors, je crois que le sujet, c'est de surfer sur ses doutes, en fait, un petit Mmh, peu. c'est pas faux. Et, et donc, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire, de surfer sur les doutes, de, de les mettre de côté quand je pensais que finalement ils n'avaient pas de raison d'être, de les écouter et de voir comment je devais les interpréter. En particulier, je pense beaucoup sur l'humain en fait. Tu vois, là, en y réfléchissant, quand tu recrutes, hein, c'est probablement le sujet de l'humain dans une boîte quand tu es dirigeant est l'un des sujets les plus compliqués, quoi. Est-ce que c'est les bonnes personnes pour faire ce qu'il y a à faire? Est-ce que c'est des personnes qui vont bien s'intégrer dans la culture de boîte? Parce que finalement, tu peux te dire qu'il y a une personne qui arrive et qui a le bon profil pour faire ce qu'il y a à faire, mais qui a un profil un peu mercenaire, donc qui va finalement faire ce qu'il y a à faire, mais il va casser toute la machine par ailleurs, donc en long terme, ça va pas marcher. Donc ouais. Donc je crois que les doutes, ils ont été beaucoup sur l'humain. On arrive au terme de cette interview. Avant de passer dans le quiz improbable, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre? Euh, Comment je me sens aujourd'hui? Bon, bah, comment te Et je me sens-tu sens bien. aujourd'hui? Et je me sens bien et je me sens à ma place, ouais. Et ouais, je crois que c'est ça la question, c'est que ouais, c'est peut-être celle-ci, ouais. Bon, on passe au petit quiz, de fin. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Les deux. Combien par Mais jour? plutôt thé, plutôt thé, plutôt thé. Plutôt thé.
Et quel est ton mot préféré? Top. Faut que j'explique. Top parce que je suis un enthousiaste, un grand enthousiaste. Et je pense que si tu demandes autour de moi quel est le mot que je prononce le plus, top fait probablement partie des mots qui reviennent le plus souvent. Et c'est top. Enfin, donc ouais, top. Si tu pouvais t'associer avec un super-héros ou un héros d'histoire, de film, de série, comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est un héros pour moi, je passe à aller pour tout le monde. Je choisirais Michael Jordan pour deux raisons. D'une part, j'ai fait du basket pendant 15 ans pratiquement, assez haut niveau, et Michael Jordan était mon idole absolue. Et je trouve que par ailleurs, c'est un exemple de reconversion et de réussite business qui est probablement sans égal aujourd'hui. Et donc ouais, Michael Jordan. Et quelle est la chanson qui te met tout le temps la pêche? Don't Stop Me Now, des Pas Rolling mal. Stones. Quel est le plat le plus étrange que tu aies mangé lors d'un déjeuner ou dîner d'affaires? Hmm. Le plus étrange, Ou le plus marquant? euh, un coq au vin. Ah, Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est celui qui me vient comme ça. Parce qu'un plat que j'adore, qu'on mange jamais, qui est un peu dépassé, peut-être il est plus tellement à la mode. Et je me souviens d'un déjeuner super sympa, d'un déjeuner de business où il y avait un coq au vin à la carte. Et voilà. Donc il est ni étrange ce plat, quoi qu'il peut l'est peut-être pour certains d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Dans la période dans laquelle j'ai entrepris. Je crois que j'aimerais pas changer ça parce que, en fait, il y a des opportunités, enfin, il y a des opportunités tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire, nous, quand on crée EasyWare en 2008, je le disais souvent d'ailleurs aux Easy Workers, qui étaient les personnes qui travaillaient chez EasyWare. EasyWare est né le 28 octobre 2008. Je sais pas si tu te souviens en 2008. Lehman Brothers, Voilà, Lehman Brothers, et mois d'octobre particulièrement, si tu regardes la la une des catastrophe. journaux tous les jours, moi dans nos présentations d'onboarding chez EasyWare, j'avais intégré une revue de presse de toutes les unes de titres, enfin les unes des journaux. Et sincèrement, avec le recul, quand tu es entrepreneur et que tu te lances à ce moment-là, et que tous les matins tu vois les titres et tout, tu te dis waouh, putain, faut être bien accroché. Et pourtant, je crois que ça a été une opportunité pour nous parce que les grosses boîtes, du coup, bah, ça tanguait pour elles. Donc ça laissait de la place aux autres. Enfin bref, donc je crois que ouais, j'aimerais pas changer ça. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Vendredi soir. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Euh, Franche, Ah, c'est moi. Voilà. un schtroumpf, la chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau. C'est un schtroumpf qui m'a été offert. Alors, je suis pas dans mon bureau là, en l'occurrence, je peux pas le montrer, mais c'est un schtroumpf qui m'a été offert par une amie très chère pour mes 18 ans et qui me suit partout, qui est amoché. Euh, et que j'aime bien, pas tant parce que je suis fan des Schtroumpfs, mais je l'aime bien parce que il est fidèle, il est là, il me regarde, il est toujours à mes côtés, il est amoché mais toujours debout, et voilà. C'est quel schtroumpf? Schtroumpf grincheux. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps
J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est, qui je dois inviter, à ta place et auprès de qui tu peux faire une recommandation? Et la deuxième, est-ce que tu as trouvé tous tes parrains pour l'appel? Alors, je vais commencer par la deuxième. Non. Donc, s'il y en a certains qui, Marseillais, membres de l'appel qui l'écoutent, je recherche des parrains pour rejoindre l'appel, en effet. Euh, et merci en tout cas de m'avoir aidé, François-Joseph. Et ensuite,